Monsieur, vous devrez passer un examen secondaire. Ce truc sur votre jambe déclenche toutes sortes d'alarmes, et franchement, on dirait un gadget sorti d'un film de science-fiction, pas une prothèse. L'agent de sécurité de l'aéroport, un jeune homme au sourire narquois nommé Lemoine, désigna la jambe artificielle de l'homme devant lui avec un amusement à peine voilé. Le vieil homme fronça les sourcils. Il s'appelait Marcel Delacour, 70 ans, ancien adjudant-chef du génie de l'armée française, retraité depuis bientôt 2 décennies. Son visage buriné resta calme, mais sa voix fut tranchante. C'est une prothèse fournie par l'État, suite à une explosion en Afghanistan. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Mais Lemoine ricana, indifférent. Si vous le dites, monsieur. Direction le contrôle secondaire. Fin de la ligne. 8 minutes plus tard, Marcel se tenait dans une petite pièce vitrée, subissant une fouille approfondie qui lui rappelait moins la sécurité que l'humiliation. Sa prothèse, un chef-d'œuvre technologique fait de titane et de fibres de carbone, équipé de capteurs et de microprocesseurs, lui permettait de marcher presque normalement. Mais elle ne passait jamais inaperçue au contrôle, réveillant à chaque fois la même série de regards curieux, d'examens trop poussés, et parfois, comme aujourd'hui, d'un irrespect total. Ce jour-là, Marcel se rendait à Bordeaux pour assister à la remise de diplôme de sa petite fille Élise. Il était fier, ému même, d'avoir pu accompagner la petite qu'il avait tenue dans ses bras à la maternité jusqu'à cet accomplissement. Il avait tout prévu. Une arrivée tôt à l'aéroport de Lyon, des vêtements faciles à enfiler pour faciliter les contrôles, son livret militaire et une lettre officielle de son médecin de la sécurité sociale attestant de la nature de sa prothèse. Mais rien n'avait empêché le moine d'abuser de son petit pouvoir. « Allez-y, retirez votre veste, asseyez-vous. On va tout vérifier, » annonça-t-il avec un sourire suffisant. Marcel obtempéra, stoïque, mais le cœur lourd. La salle était froide. Un autre agent, plus jeune, plus silencieux, procéda à la fouille avec un certain professionnalisme, mais le moine, lui, restait dans un coin, lançant des commentaires à voix basse à ses collègues. « Vous avez vu ça? On dirait une jambe de robot. Je parie qu'il peut lancer des missiles avec. » Des rires étouffés. Marcel serra les poings. L'envie de répondre, de répliquer, de hurler même, lui monta à la gorge. Mais il se contint. Il avait appris, au fil des années, que la colère n'ouvrait que des portes fermées. Il fixa l'horloge murale. L'embarquement devait commencer dans 10 minutes. Il pensa à Élise, à son sourire. Il pensa à la robe qu'elle avait choisie pour la cérémonie. Il pensa à ne pas la décevoir. Quand enfin le contrôle se termina et que rien de suspect n'avait, évidemment, été trouvé, Marcel se leva péniblement. Il remit sa ceinture, reprit son sac et tenta de rattraper le temps perdu. Mais alors qu'il atteignait la sortie de la zone de sécurité, une voix ferme se fit entendre derrière lui. « Je cherche un agent de sécurité du nom de Lemoine. On m'a rapporté un incident concernant le traitement d'un passager amputé. Où est-il » Lemoine, qui jusque-là se rengorgeait encore de son autorité, pâlit soudain. Il reconnut le ton, un ton qu'on ne questionnait pas. Un homme grand, la cinquantaine, uniforme de pilote impeccable, s'avançait dans le hall. Son nom était capitaine David Renaud, commandant de bord du vol Air France 624 à destination de Bordeaux. Ancien pilote de chasse, décoré, respecté et connu pour son intégrité, Renaud avait été discrètement informé par une agente plus expérimentée du contrôle, Madame Moreau, qui avait observé le manège de Lemoine avec une gêne croissante. « Agent Lemoine » répéta Renaud en s'arrêtant devant lui. Lemoine acquiesça maladroitement. « Je suis le commandant du vol 624. J'ai appris que vous avez traité un de mes passagers, le monsieur ici présent, ancien adjudant-chef de l'armée, avec une légèreté et un manque de respect inacceptables. Est-ce exact? Je suivais les procédures, monsieur. Sa prothèse était inhabituelle. Elle a déclenché l'alarme. Inhabituelle, coupa Renaud. C'est une prothèse militaire de dernière génération, conçue pour les anciens combattants gravement blessés. Avez-vous vérifié ses papiers? Avez-vous traité cet homme avec le respect qu'il mérite? Le moine balbutia. J'ai procédé à l'examen secondaire. Et cela vous autorisait-il à faire des blagues sur Robocop? À l'humilier publiquement? Le ton était calme, mais chargé d'une autorité glaciale. Le moine ne répondit pas. Des passants s'étaient arrêtés. Les agents alentours s'étaient figés. Renaud se tourna vers Marcel.
Monsieur Delacour, je vous présente mes excuses les plus sincères. Ce que vous avez vécu ici est une honte, non seulement pour cet agent, mais pour le service tout entier. Marcel hocha la tête, ému. Merci, capitaine. Je voulais juste voir ma petite fille diplômée. Et vous le ferez, assura Renaud d'un ton qui ne laissait place à aucune contestation. Sa voix, ferme mais sans éclat, portait cette autorité tranquille que seuls possèdent ceux qui ont l'habitude de prendre des décisions en altitude, là où le moindre doute coûte cher. Il fixa un instant le jeune chef de poste qui venait de débouler, essoufflé, l'uniforme mal ajusté, le badge de travers, l'air de quelqu'un qui comprenait trop tard la gravité de la situation. Le silence tendu qui régnait autour d'eux se fissura à peine quand Renaud s'avança de quelques pas, se redressant à sa pleine hauteur. Il dégageait une prestance rare, celle de ceux qui ne cherchent pas à imposer leur autorité, mais la portent comme une seconde peau. Je vais déposer une plainte formelle contre l'agent Lemoine pour conduite inappropriée à l'égard d'un ancien combattant handicapé, déclara-t-il d'une voix plus forte, pour que tous l'entendent. Les voyageurs encore figés près des cordons de sécurité, les agents figés dans leur gêne, et surtout Marcel, toujours debout, digne, mais silencieusement meurtri. Il marqua une pause, une de ces pauses lourdes, pesantes, où chaque seconde semble évaluer le poids des mots à venir. Tous les regards étaient tournés vers lui désormais. Passagers curieux, agents mal à l'aise, voyageurs pressés devenus témoins malgré eux. Il inspira profondément, les yeux fixés sur le chef de poste, comme s'il s'adressait à quelque chose de plus grand que cet homme, au système lui-même. Puis il enchaîna, sans attendre de réponse, comme s'il anticipait déjà les excuses qu'on allait lui offrir, creuses, formelles, insuffisantes. J'exige qu'une enquête soit menée et que des mesures concrètes soient prises. Ce genre d'abus n'a pas sa place dans un aéroport international, ni ailleurs. Vous ne pouvez pas prêcher l'inclusivité dans vos brochures, tout en laissant des agents humilier ceux qui ont risqué leur vie pour ce pays. Un ancien combattant n'est pas une anomalie dans votre protocole. C'est une mémoire vivante. Et vos procédures doivent le reconnaître. Il fit un pas vers le chef de poste, son regard planté dans le sien, insistant, inébranlable. Ce n'était pas un regard d'homme en colère, c'était bien pire. C'était le regard d'un homme déçu, un homme pour qui le mot service avait un sens sacré, un homme qui avait vu l'honneur bafoué sous les néons d'un hall aseptisé. De plus, je demande une révision complète de votre formation sur l'accueil des passagers porteurs de prothèses ou de dispositifs médicaux, déclara-t-il d'une voix lente, contrôlée, mais tranchante comme une lame bien affûtée. Ce n'est pas un plus facultatif à cocher à la fin d'un module. Il ne s'agit pas d'un simple module de conformité, mais d'un changement de regard, une refonte en profondeur. Un effort sincère pour comprendre ce que signifie vivre avec les conséquences visibles d'un sacrifice invisible. Il s'arrêta, les mâchoires serrées, le regard balayant un instant les visages figés des autres agents, puis revint au chef de poste. Trop souvent, ces hommes et ces femmes sont arrêtés, palpés, questionnés, comme s'ils cachaient quelque chose. Mais ce qu'ils cachent, c'est la trace indélébile d'un devoir accompli. Une douleur quotidienne, un courage silencieux. Ce ne sont pas des menaces. Ce sont des témoignages vivants d'un engagement que la République a demandé et qu'elle a reçu. Et vous les traitez comme des intrus. Le silence s'épaissit encore, devenant presque tangible, comme une nappe de brouillard tombée sur la Seine. On aurait entendu une valise rouler à 50 mètres. Le grondement des avions au loin semblait soudain lointain, comme étouffé par le poids des mots. Autour d'eux, le silence s'était épaissi. Un silence tendu, presque coupable. Des agents évitaient désormais de croiser le regard de Marcel, comme si celui-ci renvoyait à chacun d'eux un miroir trop brutal. Des passagers enlevaient leurs écouteurs, les sourcils froncés, suivant la scène avec une gravité grandissante. Une mère, en bordure de fil, tenait la main de son fils plus fort, comme si elle voulait que son enfant grave cette scène dans sa mémoire, qu'il se souvienne un jour de ce vieil homme au dos droit et à la dignité intacte. Renaud poursuivit, sa voix s'approfondissant encore, s'alourdissant de vérité. Qu'on cesse de les traiter comme des suspects, simplement parce qu'ils portent en eux les séquelles de leur engagement. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un défaut de sécurité. C'est un honneur.
un insigne de bravoure que vos détecteurs ne savent pas lire. Et si vos équipes ne savent pas faire la différence, alors elles ne sont pas prêtes à exercer leurs fonctions. Il est temps de revoir vos priorités. Le chef du poste, jusque-là figé, tenta une réponse, la gorge serrée, le visage cramoisi. « Bien entendu, monsieur le commandant, vous avez toute notre attention. Nous allons entamer une procédure immédiatement. » Il jeta un regard nerveux vers les caméras de surveillance, comme si elles pouvaient juger ses mots. « Je vous prie d'excuser cet incident. Ce n'est pas représentatif de nos valeurs. » Mais ces mots s'évanouirent dans l'air épais, noyés dans l'onde de choc silencieuse que Renaud avait provoquée. Le capitaine ne le regardait même plus. Son attention s'était déjà tournée ailleurs, vers l'homme qui l'avait forcé à sortir de son cockpit et à traverser tout l'aéroport pour rectifier une injustice, Marcel. Il se tenait là, légèrement courbé, sa canne plantée au sol comme une ancre, son regard cherchant un équilibre entre la surprise et la fatigue. Son visage était resté impassible pendant toute la scène, mais ses yeux brillaient d'une lueur différente. Un mélange de gratitude et d'incrédulité. Renaud s'approcha lentement, puis posa une main ferme, rassurante, sur l'épaule de Marcel. « Votre billet est en classe économique, je crois ?» demanda-t-il doucement. Marcel hocha la tête, un peu hésitant. « Oui, c'est ma petite fille qui l'a réservé. Elle a fait ce qu'elle pouvait. » Renaud sourit, un sourire franc, qui fendait la tension ambiante comme un rayon de soleil après l'orage. « Eh bien, il se trouve que j'ai une place disponible en première, et en tant que commandant, j'ai le droit de l'attribuer à qui je veux. C'est un honneur de vous l'offrir. Venez, je vous y conduis moi-même. » Marcel tenta de refuser par pudeur, mais Renaud insista avec gentillesse. Il fut escorté à travers le terminal, directement jusqu'à la passerelle, sans avoir à refaire la file. À bord, les hôtesses lui offrirent un accueil respectueux, presque cérémoniel. Il fut installé à l'avant, avec une boisson chaude, un coussin pour sa jambe, et un regard sincère de reconnaissance de tout l'équipage. Quant à l'agent Lemoine, il fut immédiatement retiré de son poste pour la journée. Une enquête interne fut ouverte dans l'heure, mais l'affaire ne resta pas entre les murs feutrés des bureaux de la direction. Une vidéo avait été captée, floue mais éloquente. On y voyait un vieil homme, droit malgré la fatigue, et un capitaine d'Air France qui, sans hausser la voix, imposait un silence respectueux autour de lui. L'instant avait été bref, mais il avait frappé fort. En quelques heures, les images firent le tour de l'aéroport, puis des réseaux sociaux. Des hashtags émergèrent, des témoignages affluèrent. Beaucoup disaient « Enfin, quelqu'un s'est levé ». Dans la tour de contrôle, un superviseur murmura « On aurait dû intervenir ». Un autre répondit « C'est toujours plus facile après coup ». La direction de l'aéroport fut contrainte de réagir rapidement. Un communiqué d'excuses officiel fut publié en fin d'après-midi. On y reconnaissait une erreur de discernement, un manquement aux valeurs de dignité et d'humanité. Plus encore, le directeur annonça une réforme complète de la formation des agents, avec un accent renforcé sur le traitement des passagers en situation de handicap et sur la reconnaissance des anciens combattants. Des ateliers de sensibilisation furent programmés et les témoignages de vétérans furent intégrés au module de formation. Cette fois, la réforme ne resterait pas lettre morte. Il y avait une caméra, il y avait des témoins, il y avait une voix claire qui avait dit « Ce monsieur a servi la France ». Mais ce que les communiqués ne disaient pas, ce que les articles ne pouvaient retranscrire, c'était la solitude silencieuse dans laquelle Marcel avait quitté la zone de contrôle, sa prothèse métallique vibrant encore du contact brutal avec les gants froids de l'agent. Il n'avait pas pleuré, il ne pleurait jamais, mais quelque chose en lui s'était refermé, comme une porte qu'on claque dans une maison vide. Le vol fut calme. À bord, les hôtesses vinrent le saluer discrètement, lui offrir un café supplémentaire, glisser une couverture sur ses jambes. Le capitaine passa un instant à ses côtés, s'accroupit dans l'allée et dit simplement « Vous méritez mieux ». Marcel acquiesça d'un hochement de tête. Les mots étaient rares chez lui, mais la reconnaissance, elle, se lisait dans l'humidité soudaine de ses yeux. À son arrivée à Bordeaux, le soleil d'avril baignait la ville d'une lumière dorée. Il descendit de l'avion en dernier, prenant son temps, le dos droit malgré la douleur.
Sur le parvis de l'université, Élise l'attendait. Son sac en bandoulière, ses cheveux attachés à la hâte, son sourire tremblant d'émotion. Elle courut vers lui, et il l'accueillit avec un rire tendre, sa canne dans une main, un bouquet de pivoine dans l'autre. Il ne parla pas de l'incident. Ce n'était pas le moment. Ce jour était à elle. Le premier jour de sa soutenance, la dernière marche avant son diplôme de médecine. Il était venu pour la soutenir, pas pour raconter une autre bataille. Mais plus tard, ce soir-là, alors qu'il dînait dans un petit restaurant du centre-ville, elle remarqua la raideur de ses gestes, la façon dont il s'était frotté le bras gauche à plusieurs reprises, comme pour effacer un contact désagréable. Elle posa sa main sur la sienne et murmura « Ça s'est mal passé à l'aéroport ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis il haussa les épaules et dit « Il y a eu un accroc. Rien de grave. » Élise, qui connaissait son grand-père comme on connaît une vieille chanson qu'on a entendue 1000 fois, comprit. Elle ne posa pas plus de questions. Mais elle se promit quelque chose, en silence. Un jour, elle prendrait la parole pour lui, pour ceux de sa génération, pour ceux qu'on oublie trop souvent. Pendant ce temps, la vidéo continuait de circuler. Des associations de vétérans s'en emparèrent. Des journalistes en parlèrent. Le nom du capitaine fut salué dans plusieurs éditoriaux, tandis que l'agent Lemoine, désormais suspendu en attente des conclusions de l'enquête, faisait l'objet d'un examen approfondi de son historique professionnel. Quant à Marcel, il reprit sa vie, discrètement. Il ne cherchait pas la lumière. Il n'aimait pas les honneurs tardifs. Ce qu'il avait vécu ce matin-là resterait gravé dans sa mémoire, comme une cicatrice invisible, mais aussi comme un rappel. Ce n'est pas toujours le système qui protège la dignité. Parfois, c'est une personne, une voix qui se lève, un geste, un fauteuil en première, une justice discrète mais puissante, parce que les blessures de guerre, qu'elles soient visibles ou non, méritent le respect, toujours. Mais ce que Marcel ignorait, ce qu'il ne découvrirait que des mois plus tard, c'est que cette histoire, son histoire, avait changé le destin d'une autre personne ce jour-là. Dans l'avion, assis 2 rangs derrière lui, un jeune homme silencieux avait observé toute la scène, depuis le guichet de sécurité jusqu'au décollage. Il s'appelait Hugo. Il était étudiant en droit, fatigué, hésitant quant à sa voie. Le courage tranquille de Marcel, la dignité blessée mais droite, et surtout, la réaction du capitaine, tout cela avait allumé quelque chose en lui. 6 mois plus tard, lors de sa rentrée universitaire, Hugo déposa un dossier de candidature pour intégrer une clinique juridique spécialisée dans la défense des droits des personnes en situation de handicap. Dans sa lettre de motivation, il écrivit « Ce que j'ai vu ce jour-là m'a appris que parfois, une voix suffit, et qu'il n'est jamais trop tôt pour être cette voix. Et peut-être est cela, au fond, la vraie fin de l'histoire. Pas un acte de vengeance, pas une sanction, mais une semence, une justice lente qui pousse dans le silence et fleurit là où on ne l'attend pas. »